inconsidéré, risque politique et risque juridique en lançant sa candidature à l'élection présidentielle malgré cette condamnation. C'est la question qu'on va poser maintenant. Dans quelques instants, on découvrira les résultats d'un sondage exclusif, sondage express sur l'impact de cette condamnation sur les intentions de vote. On découvrira ça sans sondage IFOP et Frédéric Dabi nous rejoindra. Mais juste avant, si vous n'avez rien compris à ce qui s'est passé hier soir, à la stratégie de Marine Le Pen, à ce qui peut se passer avec la Cour de cassation, si vous n'avez rien compris à ce qui est en train de se jouer, eh bien on va tout simplement vous expliquer le double pari qui est celui de Marine Le Pen. Et on va le commenter avec Frédéric Dabi qui nous a rejoint finalement dès maintenant. Bonsoir, Frédéric. Donc vous prenez un peu d'avance, mais on commentera tout à l'heure, on dévoilera les résultats de votre sondage. Benjamin Morel nous a rejoint, politologue et constitutionnaliste. On a le plaisir d'accueillir Pierre Giacometti, cofondateur de l'agence Nocom. Et il faut rappeler, vous connaissez très bien ces sujets dans le cœur de la politique, puisque vous avez été conseiller de Nicolas Sarkozy, Pierre, il y a quelques années, pas si longtemps, tout de même. Et Pascal Perry est déjà avec nous. Je pense que Ruth Elkrieff va nous rejoindre. Du coup, je ne sais pas où est Ruth, mais elle va nous rejoindre. Ruth qui nous avait annoncé en exclusivité hier que cette hypothèse du pourvoi en cassation était très sérieusement envisagée par Marine Le Pen. Elle a eu raison. Elle a eu raison, Ruth, et si vous nous regardiez, vous avez vu dès 18h30-35 que c'était l'hypothèse envisagée par Marine Le Pen. Ça s'est confirmé par la suite. D'abord, les explications, le double pari de Marine Le Pen. Comprenons bien ce qui se joue avec cette question qui est au cœur des interrogations. Peut-elle, oui ou non, mener une campagne sans bracelet électronique avec sa stratégie? Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Juste avant d'évoquer cette partie de poker engagée par le RN, ces images de Marine Le Pen, ça n'a pas traîné. Sa campagne a déjà commencé. Oui, et qui dit campagne présidentielle, dit traditionnelle, bain de foule pour Marine Le Pen. Dans la commune de La Flèche, dans la Sarthe, acquise récemment au municipal, des selfies, des sourires, signe particulier, Marine Le Pen n'est pas seule, elle fait campagne en duo avec Jordan Bardella et dément vouloir gagner du temps avec son pourvoi en cassation. Écoutez Marine Le Pen. Non, je ne joue pas à la montre. Je suis une citoyenne qui use de ses droits. Des droits que l'état de droit, que mes adversaires ont souvent à la bouche, offre à tout justiciable. Et par conséquent, j'effectue un pourvoi car je suis innocente des faits qui me sont reprochés. Et qui dit campagne présidentielle dit aussi affiche. Elle a été publiée à l'instant même de sa déclaration de candidature hier soir. Signe particulier, sa posture, christique. Pour la France, la Renaissance, voilà le slogan, avec une Marine Le Pen bras écartés. C'est vrai que cette affiche, elle a quelque chose d'incroyable pour incarner ce moment politique, assumer d'une certaine manière ce moment politique. Mais essayons d'abord, parce que beaucoup n'ont rien compris à ce qui s'est joué hier soir et à ce qu'était ce coup de poker du pourvoi en cassation. Donc est-ce à dire, au final, Quentin, que compte tenu du délai, Marine Le Pen est sûre de pouvoir faire campagne sans bracelet électronique? Dans l'immédiat, oui, David. C'est le premier point. Le pourvoi est suspensif, comme on dit, et cette suspension s'applique à la peine d'1 an de bracelet. Écoutez la procureure générale de la Cour d'appel ce matin. En l'état, à partir du moment où il y a un pourvoi en cassation, je ne mettrai pas à exécution l'arrêt rendu hier par la Cour d'appel. Donc Madame Le Pen, si elle fait campagne, comme elle l'a annoncé, débutera celle-ci sans effectivement de bracelet, sans le port d'un bracelet. Mais alors, deuxième point, le calendrier. Marine Le Pen est-elle certaine que la décision de la Cour de cassation interviendra suffisamment tard pour lui permettre d'enjamber l'élection présidentielle et puis ensuite de bénéficier évidemment de l'immunité si elle est élue président?
Eh bien, elle mise en effet sur les délais souvent très longs de procédure de la Cour de cassation, avec plusieurs étapes. D'abord, la formation du pourvoi en elle-même doit se faire dans un délai de 10 jours qui amène au 20 juillet. Il faut désigner ensuite un avocat spécifique, ce qui ajoute un nouveau délai d'1 mois et le porte jusqu'au 20 août. Il faut ensuite constituer le dossier. En général, le délai de 2 mois, soit jusqu'à la mi-octobre. À ce moment-là, nouvelle étape, avec des échanges juridiques avec les prévenus, divers points de procédure. Le délai minimum est estimé à 3 mois. Cela nous mène jusqu'à la mi-janvier, dans le meilleur des cas. Puis viennent l'étude et la décision de la Cour de cassation, ce qui prend là encore plusieurs mois. D'où l'espoir pour Marine Le Pen que rien ne soit décidé avant l'élection présidentielle, soit avant la fin avril. Toute idée d'accélération étant a priori écartée. Écoutez sur ce point l'avocat de Marine Le Pen ce matin. Il avait été évoqué une accélération du calendrier de la Cour de cassation. Pourquoi ? Parce qu'au moment où le président de la Cour de cassation l'avait indiqué, il y avait l'exécution provisoire qui, pour le coup, rendait toute hypothèse très délicate à envisager. L'exécution provisoire n'est plus du tout d'actualité, donc on revient dans une situation qui est une situation on va parler plus clairement. Sauf que, aujourd'hui, coup de théâtre, car la Cour de cassation a communiqué, et c'est très rare, justement sur l'affaire de Marine Le Pen. Et voilà ce qu'elle dit aujourd'hui. À ce jour, la Cour de cassation pourrait être en mesure de rendre son arrêt au plus tard début avril 2027, avant le scrutin présidentiel. Ça, c'est pas fréquent de voir la Cour de cassation répondre d'une certaine manière sur le calendrier à une candidate ou à son avocat à la présidentielle pour dire non, on va quand même aller assez vite. L'autre et le dernier pari de Marine Le Pen, c'est sur le fond de l'affaire. C'est-à-dire que la Cour de cassation lui rende un avis favorable en annulant carrément la condamnation à 1 an, donc au port du bracelet électronique. Est-ce que ça, c'est envisageable ? C'est envisageable, mais disons-le, c'est très peu probable, David. La Cour de cassation ne déjugera probablement pas les magistrats qui ont condamné 2 fois Marine Le Pen. Donc oui, il y a bel et bien un risque que Marine Le Pen fasse à un moment donné sa campagne présidentielle avec un bracelet électronique. Merci Quentin. Ruth, je m'adresse à vous parce que c'est vous qui nous avez annoncé hier en exclusivité, personne n'imaginait ça, qu'il y aurait cette stratégie du pourvoi en cassation. Au final, quand on voit le calendrier précis, quand on voit les données, est-ce que ce calcul vous paraît malin ou trop risqué ? Alors, depuis le début de cette affaire, c'est une partie, ou de football, ou de volley, ou de basket, comme vous voulez. Mais il se renvoie la balle. La justice a pris une première décision, 1-0. Marine Le Pen a une décision en appel, 1 partout. Elle renvoie à la Cour de cassation, 2 pour Marine Le Pen. Et ce soir, la Cour de cassation dit avril, 2 partout. Donc, on est dans un. Enfin, elle dit au plus tard en avril. Oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire soit avant avril, et dans ces cas-là, il y a le risque du bracelet électronique, puisque effectivement, est-ce qu'elle va déjuger ? Bon. Ou bien, effectivement, il y a cette hypothèse que ça va prendre tellement de temps qu'on sera après le 18 avril, qui est la date du premier tour. La vérité, c'est que ce soir, quelqu'un m'a dit, en fait, ça nous est égal. De toute façon, on a démarré, et c'est une forme de, moi je dis, de stratégie trumpienne, c'est-à-dire, pas trumpiste, mais trumpienne, dans la démarche, c'est-à-dire d'opposition de la légitimité populaire à la justice. Donc, en gros, même si on arrivait à une décision de la Cour de cassation qui soit dure, portée par la campagne, les sondages, la situation, il y aurait éventuellement un affrontement que, apparemment, ils sont prêts à assumer. Un affrontement, mais... Enfin, un affrontement, un affrontement, une sorte de bras de fer, quoi. Oui, mais voilà. On a compris que Marine Le Pen, du coup, était prête à prendre ce risque Exactement. de passer 1 mois, 2 mois, peut-être 3 mois de cette campagne, des derniers mois de la campagne avec un bracelet électronique. Je m'adresse à vous, Benjamin. Vous êtes le constitutionnaliste, spécialiste de ces questions, Benjamin Morel. Est-ce que pour vous, ce risque-là
est très important, ou pas? Il existe, mais il peut être mesuré. Pour une raison simple. D'abord, elle a des voies de recours dilatoires, notamment ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité. En gros, vous êtes devant la Cour de cassation, vous dites, je pense que la loi, là, elle n'est pas forcément constitutionnelle, celle qui m'est appliquée. J'aimerais bien que le Conseil constitutionnel donne son avis. Ça rajoute du délai, jusqu'à 3 mois. C'est pas gagné, parce que c'est la Cour de cassation qui évalue le sérieux du truc. Néanmoins, ça fait gagner du temps. Ensuite, admettons qu'elle soit... En effet, que son pourvoi soit rejeté en février, mars, avril. Derrière, il faut rencontrer le juge d'application des peines. Et le juge d'application des peines, il a jusqu'à 4 mois pour vous mettre le bracelet électronique. Donc elle peut être condamnée définitivement, mais d'ici à penser qu'elle aura effectivement le bracelet électronique lors du premier tour et entre les 2 tours, il est encore très loin de la coupe aux lèvres. Et donc le calendrier qui là, visiblement, lui est plus défavorable depuis ce communiqué de la Cour de cassation, il n'est pas encore perdu pour elle. Ouais. Vous confirmez que c'est un calcul qui peut s'avérer payant, en tout cas sur le plan juridique. Le plan politique, c'est autre chose. Et dans quelques instants, on découvre le sondage exclusif. Pierre, vous qui avez été dans les arcanes du pouvoir, comment avez-vous perçu toute cette séquence? Et puis au final, cette décision coûte que coûte de Marine Le Pen de forcer le destin avec ce pourvoi? Indépendamment des chiffres que donnera Frédéric Dabi tout à l'heure, je crois vous avez parlé de Paris, moi je vais parler de conviction profonde au sein du Rassemblement national. L'intuition que j'ai, c'est que ce qui était très important pour Marine Le Pen depuis sa première condamnation, c'est d'avoir tout au long de cette période résisté sur le front de l'opinion. Vous avez mentionné un certain nombre d'enquêtes d'opinion ces derniers mois où on disait Bardella est devant Marine Le Pen, il est un petit peu mieux qu'elle. Mais au fond, il n'y a jamais eu de véritable différence. Elle ne s'est pas effondrée. Elle a gardé ce capital, environ 1 Français sur 3 au premier tour. Et donc ça montre bien, si vous voulez, que d'une certaine manière, l'opinion ne lui a pas fait grief de cette condamnation. L'opinion aurait pu la condamner, j'allais dire, une 2e fois en voyant son score vraiment baisser. Je pense que pour elle, c'était très important de se rendre compte que la structure de l'électorat du Rassemblement national tenait bon. Et puis un deuxième élément plus politique, c'est que on a parlé aussi ces derniers mois de, sinon la fin, mais d'un front républicain de plus en plus fragile. Il y a une dynamique qui est favorable au Rassemblement national, et à ce front républicain, il faut peut-être rajouter la notion de front judiciaire, entre guillemets, c'est-à-dire, finalement, même si, comme vous l'avez très bien dit, s'il y a un nouvel obstacle dans la course, y compris dans la dernière ligne droite, le front judiciaire ne sera pas suffisamment puissant pour contrecarrer la dynamique électorale dont elle profite ces derniers mois. Et c'est pas simplement des sondages, vous savez. Parce que, pardon, le front judiciaire à 30%, c'est très, très impressionnant, législatif plus européen. C'est l'affrontement entre les deux, à la limite, qui peut se passer. Une mise en examen, donc un front judiciaire, a suffi à déstabiliser, une seule mise en examen a suffi à déstabiliser François Fillon en 2017. Mais il a quand même fini à 21%, François Fillon. Aujourd'hui, il est pour tous les partenaires. C'est pas passé loin. Il n'est pas passé loin, malgré le front judiciaire. Et là, la marge est peut-être plus importante. L'autre chose qui frappe, on va revoir ces images, et je m'adresse à vous, Pascal, c'est quand on voit le binôme maintenant en campagne. Bon, il y en a une elle n'est pas euphorique, Marine Le Pen, mais elle est souriante, elle a l'air à son affaire, et à côté d'elle, il y a un Jordan Bardella, je ne sais pas comment on peut le dire sans être vulgaire, il tire un peu la gueule, voilà, on peut dire en langage familier. On ne peut pas dire que le Jordan Bardella de ces dernières semaines, qui s'y voyait, là, il semble tout à fait conquis par cette hypothèse de laisser la place. Je suis pas convaincu. Je pense, moi, plutôt à l'inverse, que même s'il ne le montre pas, il est peut-être soulagé. Parce que s'engager à 30 ans dans une campagne présidentielle, les pièges sont partout, le terrain est miné, sur une période longue, en n'ayant finalement aucune expérience, en prêtant le flanc à la critique, pas de formation, pas d'expérience, pas de connaissance des territoires, etc. Je suis pas certain qu'il était aussi sûr de lui. Le binôme, en revanche, paraît extrêmement efficace. Et le binôme va jouer quelque chose qui est extrêmement simple, qui s'adosse à un courant que je sens dans le pays. Alors je ne fais que le sentir, peut-être que les sondeurs diront autre chose. Il y a quand même une volonté de renverser la table. Il y a une vraie volonté de passer à autre chose. Et donc là, vous avez une espèce de service clé en main. Vous savez, visionnaire, bétonneur, c'est au fond un peu la politique, la capacité à gouverner, à voir un peu plus loin, qui me paraît de nature à convaincre d'abord ceux qu'il était, et peut-être à élargir le socle du Rassemblement national à une partie de la droite. Je vous ai dit assez souvent que de mon point de vue, les électeurs avaient fait la jonction. Peut-être que finalement, la Cour d'appel a rendu service à Jordan Bardella.
Élément de réponse politique maintenant, et c'est l'heure de dévoiler cette enquête express. Alors vous l'avez fait toute la nuit, toute la soirée, toute la nuit, Frédéric Dabi, IFOP, Le Figaro, sur l'impact de cette stratégie du bulldozer de Marine Le Pen. Je suis condamné, j'y vais quand même, je fais un pourvoi en cassation, donc je suis présumée innocente et j'y vais quand même. Quel effet? On découvre d'abord ces résultats. Marine Le Pen, testée au premier tour de la présidentielle, après que les personnes interrogées aient eu connaissance, grand 1 de la décision de la justice hier, grand 2 de la réponse de Marine Le Pen avec le lancement de cette candidature et le pourvoi. Marine Le Pen, 36%, c'est plus 4 points par rapport à la dernière fois que vous avez effectué cette enquête, c'est-à-dire il y a une quinzaine de jours, les 22 et 24 juin, plus 4 points. Édouard Philippe, 19, Jean-Luc Mélenchon, 15, Raphaël Glucksmann, 9, Bruno Retailleau, 8, vous découvrez les autres, 4 pour Éric Zemmour, 3,5 pour Marine Tondelier et 3 pour Fabien Roussel. Maintenant testé face à Gabriel Attal, regardons aussi face à Gabriel Attal, 36% également, je regarde les chiffres de votre précédente enquête, c'est également plus 4%. Gabriel Attal 15, Jean-Luc Mélenchon 15, Raphaël Glucksmann 12, Bruno Retailleau 10, vous découvrez les autres. Et puis vous avez testé les seconds tours. La première fois. Pardon ? Pour la première fois. Pour la première fois, vous testez les seconds tours. Donc là, il n'y a pas d'élément de référence et de comparaison, mais regardons ces deux résultats face à Édouard Philippe, Marine Le Pen 54, Édouard Philippe 46, face à Gabriel Attal, Marine Le Pen 55, Gabriel Attal 45. Je vous laisse tirer les enseignements, mais visiblement, cette candidature lui a profité. Oui, très clairement. Il y a une interchangeabilité entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. Il y a un double effet dans cette enquête. D'abord, un effet de confirmation et de clarification pour l'électorat RN. Pierre Giacometti le disait il y a encore quelques semaines, on avait 4 points d'avance pour Jordan Bardella sur Marine Le Pen, parce qu'il y avait une partie importante, un Français sur 2, dans une enquête IFOP fiduciale pour Le Figaro, LCI et Sud Radio, un tiers des électeurs RN qui pensaient que Marine Le Pen ne serait pas candidate, qui souhaitaient sa candidature à un niveau équivalent à Jordan Bardella, mais qui avaient intériorisé, elle n'ira pas. Avec sa déclaration, c'est clair. Et puis, le fait qu'en à peine 15 jours, elle refasse son retard, le terme n'est pas bon par rapport à Jordan Bardella, qu'on a exactement le même score de premier tour, ça montre à quel point, et Pascal Perry le disait avec ses mots, le RN est une force d'alternative. On est même moins sur l'incarnation que sur c'est leur tour, on ne les a jamais essayés, personne ne ferait plus mal qu'eux. Et puis, il y a un effet également, David, de rattrapage, puisque ici même, il y a 15 jours, je détaillais des catégories où Jordan Bardella avait une avance très sérieuse, 8 à 10 points, sur Marine Le Pen. Des catégories, on va dire, du monde économique, plutôt les jeunes, les salariés, les dirigeants d'entreprise, les électeurs de droite, ceux de Pécresse de 2022, ceux d'Éric Zemmour. Et là, Marine Le Pen, désormais candidate, a complètement rattrapé ce léger retard, cette nuance par rapport à Jordan Bardella. Maintenant, on a exactement... on a la même face, le même potentiel avec deux faces différentes. Ce ticket très inédit sous la Ve République. Est-ce que ça vous a surpris, vous, Frédéric, qui en avez fait des sondages, qui en avez vu des campagnes, que cette décision que peu, attendez, il faut bien le dire, que peu imaginer 24 heures avant l'arrêt de la Cour d'appel, est-ce que ça vous a surpris qu'il y ait cet effet-là ? Je n'ai pas été véritablement surpris. J'étais surpris par les seconds tours, qu'ils soient aussi nets. Et je crois que c'est la première fois dans une enquête électorale IFOP, et on en fait depuis la création du Front National, et même avant, que dans toutes les hypothèses testées, Marine Le Pen l'emporte. En 2014-2015, elle l'emportait sur François Hollande. Elle a été battue par Nicolas Sarkozy et par exemple Alain Juppé. Mais ce qui est très fort, c'est le décalage entre des jugements... moraux sur Marine Le Pen, sa campagne va être entravée, jamais les Français vont élire quelqu'un qui est condamné. Peut-être que ça jouera. Là, une campagne, c'est long, c'est une véritable dynamique, c'est un saut, c'est une course de haie, mais pour l'instant, les électeurs, l'écosystème RN, ces électeurs acquis ou potentiels, l'addition Le Pen-Zemmour fait 40%.
En 2022, ça faisait à peine 30%. Cet écosystème RN est plus sur une logique d'alternative. Ils veulent renverser la table. Et puis, à travers cette affiche christique que vous venez de dévoiler, Renaissance, qui est le nom du parti d'Emmanuel Macron, c'est aussi une proximité identificatoire avec quelqu'un qui, comme nous, a souffert, qui est revenu du diable Vauvert, qui n'aurait pas dû être candidate, qui est là et qui est là pour nous. C'est des verbatims de Français acquis par le RN. Je rappelle le statut d'un sondage de premier tour et encore plus d'un second tour. Ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas un pronostic. Marine Le Pen a souvent commencé haut à la présidentielle, jamais à ce niveau-là. Elle a été à 26-27 en juillet-août 2021. Elle a fini par baisser. Là, on ne sait pas ce qui se passera, mais très clairement, cette interchangeabilité avec Jordan Bardella, le fait que la complémentarité entre eux ne se voit pas dans cette enquête, ils ont le même potentiel électoral, le fait qu'il y ait 20 points ou 17 points de décalage avec les représentants du bloc central, le fait qu'il y ait une dynamique Jean-Luc Mélenchon, il n'a jamais été dans une enquête IFOP dans cette pré-campagne à 15%, et dans l'hypothèse Attal, qualifié, ça ne veut rien dire, au second tour, ça montre qu'on a vraiment un RN qui est au centre du jeu. Pierre, vous avez dirigé pendant des années BVA, puis Ipsos, vous êtes un spécialiste de l'opinion aussi. Est-ce que vous, malgré tout, compte tenu de la controverse, mais une controverse politique, médiatique, autour de cette candidature de Marine Le Pen, ça vous surprend ? En fait, ça montre que la condamnation a moins d'impact, et même singulièrement peu d'impact, sur les performances d'intention de vote que Frédéric Bavy vient de mentionner, que la liberté de pouvoir se présenter. Elle a d'ailleurs insisté sur TF1 hier soir sur ce point. C'est le peuple qui tranche. Ruth Elkrief parlait d'un match. En fait, dans un match, il y a aussi un arbitre. On a vraiment le sentiment que la stratégie du RN a été de s'en remettre au choix populaire et de faire confiance à cette dynamique qui est celle du Rassemblement national depuis quelques années. Et puis, évidemment, c'est le moment Marine Le Pen. Alors on se dit, et on aurait raison sur les sondages à chaud, je crois que Frédéric le dit assez souvent dans ses commentaires, dans les sondages à chaud, il vaut mieux attendre le prochain. Hein. Et il faudrait pas laisser retomber un peu la poussière. Voilà, il faudrait pas au prochain tirer la conséquence inverse. Tiens, elle est en train de baisser de 4 points, soudainement c'est la cata. Non, en fait c'est sur le long cours que c'est important. Et puis il y a quelque chose qu'on n'a pas commenté dans ces résultats, c'est les 3 douches froides. Qui est en baisse dans cette enquête de premier tour ? Glucksmann, Retailleau et Édouard Philippe, à peine un effet, ils baissent d'1 point. Autrement dit, c'est 3 personnalités qui depuis 2 mois occupaient un petit peu l'espace, des meetings importants, bien mis en valeur par les médias. On a l'impression que ça patine et que ça ne fonctionne pas. Donc il y a au sein du bloc central de Glucksmann à Retailleau une question centrale qui est la clarté de ce qu'ils incarnent comme force d'alternance. La force de Marine Le Pen, c'est que, et l'affiche le montre très très bien, elle incarne l'alternance. Le problème du bloc central, tout candidat confondu, c'est qu'en réalité, on ne voit pas où est l'alternance, on ne la sent pas, on ne la mesure pas. Et au premier chef d'entre eux, Édouard Philippe, qui depuis des années se présente comme une alternance possible à Emmanuel Macron, mais on voit bien la difficulté pour lui. Ça, en plus... Benjamin Morel, Ruth disait tout à l'heure, il y a un côté trumpien, pas trumpiste, mais trumpien. On voit bien la nuance. Visiblement, ça n'effraie pas les électeurs, en tout cas, et vous avez bien eu raison de rappeler les précautions d'usage quand on regarde un sondage, ceux qui ont été interrogés, est-ce que ça vous surprend ? Non, ça ne me surprend pas. D'abord parce qu'en effet, c'est très à la mode de défier les juges. Et dans l'électorat de Marine Le Pen, ça peut compter, y compris d'ailleurs dans une partie de l'électorat de droite qui est quand même traumatisée par l'affaire Fillon d'il y a 10 ans. Donc cette rhétorique-là, elle n'est pas inaudible pour cet électorat-là. Qui plus est, aujourd'hui, vous avez certains de ses opposants politiques qui la traitent de truand, etc. Mais elle demeure présumée innocente. Et c'est quoi le respect de l'état de droit ? Le respect de l'état de droit, c'est pas ne pas critiquer une décision de justice. On peut toujours critiquer une décision de justice. Si vous voulez, en démocratie, aucun pouvoir n'est au-dessus de la critique. Et la justice est consciente de ses failles. C'est pour ça qu'on a créé l'appel et la cassation. En démocratie, le respect de l'état de droit, c'est le respect de la chose jugée. Une décision est prise, je l'applique. Pour l'instant, Marine Le Pen n'a pas dit « Écoutez, je suis condamné à un bracelet électronique, je ne le porterai pas ». Elle n'a pas dit « Je suis inéligible, j'irai quand même ». C'est pour ça que c'est pas jusqu'à présent. Voilà, c'est ça. que c'est pas trumpiste. Elle prend encore en compte l'état de droit et elle se coule dans son moule. Et donc, évidemment que la rhétorique est trumpienne, mais fondamentalement, pour l'instant, elle est encore dans les clous. Et donc, il n'y a rien à lui reprocher sur ce plan-là. Ensuite, deuxième point plus politique, si Jordan Bardella y avait été, au fond, le ticket dont on a beaucoup parlé, il était mort. Elle ne serait pas la première ministre de Jordan Bardella.
Là, elle le prend à côté de lui, il s'adresse, il élargit l'électorat, il va chercher un électorat plutôt de centre-droit, de droite classique, un électorat plutôt retailliste. Elle maintient la base électorale. La force de ce ticket, surtout dans une campagne où à la fin, potentiellement, elle pourra avoir un bracelet, c'est que malgré tout, cette complémentarité permet d'élargir, de bétonner le socle, et donc ce faisant, il n'est pas totalement imperturbable, mais en tout cas, c'est un ticket qui est maintenu et qui donc est fort. Soyons clairs, ce qui surprend, ce sont les résultats du second tour. Au premier tour, elle est, et vous l'avez bien dit Frédéric, dans les clous, entre guillemets, de Jordan Bardella. Elle était plutôt à 32-33, là, effectivement, elle est à 36. Mais là, est-ce que ça nous dit quelque chose de la possibilité d'élargir son électorat, dont on disait beaucoup ici même hier, que sa décision d'y aller pouvait conforter à elle son électorat, mais aurait peut-être du mal à lui permettre d'élargir cet électorat. Moi, je suis désolée, je crois quand même que le deuxième tour, c'est un peu délicat, malgré tout. On l'a dit. Je suis d'accord. Hein, de le mesurer, de tenter de le mesurer. Frédéric l'a bien dit, on y va avec des pincettes. Non, mais bien sûr. Mais la tendance, elle est très nette, et je peux vous dire que ce soir, au Rassemblement national, ils sont extrêmement contents parce qu'ils considèrent que leur stratégie est validée complètement, qu'elle permet de faire une proposition qui est complètement gagnante. Et effectivement, en fait, c'est la personnalité, elle l'incarne, on l'a dit, elle a cette force-là, cette expérience par rapport à la candidature de Jordan Bardella, et elle revient, il y a le côté phénix, il y a le côté renaissance qu'elle affiche. Mais la campagne, elle n'a pas complètement commencé quand même. Je vous rappelle que ce matin, la Flèche, ils sont arrivés, mais il y a eu un concert de casseroles. Le déplacement a dû être raccourci. Ça peut ne pas durer. Oui. Ça peut ne pas être comme ça. Ça peut ne pas toucher les électeurs. Mais néanmoins, il y a un effet. On va voir ce que ça donne. Ensuite, après, il va falloir faire les comparaisons des programmes. Comment elle va parler aux chefs d'entreprise? Quel programme elle va proposer? Est-ce que ça va être le même que celui de Jordan Bardella qui a commencé à les intéresser? Ou est-ce qu'au contraire, d'emblée, elle va dire les retraites, 60 ans, 62 ans, on ne bouge rien? Enfin, comment tout cela va se passer? L'UDF et le RPR ont gouverné ensemble pendant très longtemps. Oui, c'est ça. C'était pas la même pensée. C'est pas le même rapport à l'État, à la politique, à l'intervention. C'est le couple, oui, bien sûr. C'est un couple. Et donc, je crois qu'il y a un phénomène, elle mise en tout cas sur la dilatation de leur influence dans l'électorat. C'est vrai que Bardella, il parle à d'autres générations. Marine Le Pen, elle est cabossée. Moi, je pense qu'il y a au-dessus de tout ça, un sentiment de perte de contrôle de l'électorat aujourd'hui. Les Français ont l'impression d'avoir perdu le contrôle de leur vie, du social, de l'économie, de l'immigration, de tout, des frontières. Et que, à tort ou à raison, j'ai bien à tort ou à raison, c'est pas un point de vue personnel, elle donne le change, elle offre une perspective, et ça, son affiche que j'ai découverte tout à l'heure, c'est exactement ce message. J'étais prête. Oui. Bien sûr. Frédéric, conclusion, et on avance. On est dans une élection présidentielle de renouvellement, comme 95, fin de l'ère Mitterrand, comme 2007, fin de l'ère Chirac. Le moteur électoral, c'est quand même le changement. Aujourd'hui, c'est elle qui incarne le changement, qui incarne la rupture. On a parlé des difficultés des candidats du bloc central. Alors, j'entends ce que dit Ruth Elkrief, et elle a tout à fait raison. Un second tour, là, il a un handicap ontologique. C'est qu'on ne connaît pas les résultats du premier tour. Mais ce type de question permet de voir l'envie d'éliminer, l'envie d'avoir, surtout pas lui, Jean-Luc Mélenchon par exemple, 30 contre 70 pour Marine Le Pen, et surtout pas elle. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas commenté ce carton-là. On peut le voir peut-être. Il y a un deuxième tour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Regardons le résultat, là on est... Parce que Mélenchon fait un très bon premier tour. Il n'a jamais été dans une enquête IFOP à 15 à 9 mois et demi d'une élection présidentielle. Ça ne veut pas dire qu'il finira à un niveau encore plus élevé. Mais en tout cas, il est là. Il se définit comme une tortue électorale. C'est devenu le lièvre. C'est le seul à gauche qui fait une vraie campagne et il en engrange les bénéfices. Et le potentiel d'élimination, c'était la phrase de Charles Pasqua, dans une élection, au premier tour on choisit, au second tour on élimine. Là on veut éliminer Jean-Luc Mélenchon. En revanche, sur Marine Le Pen, 54, 46, 53, 47, ça n'a pas d'importance. Mais on voit que c'est le reflet, ce second tour, de l'institutionnalisation, de l'installation du RN, et c'est vrai par rapport à son électorat. Ce qui peut les mobiliser, c'est pas un tous pourri. C'est un tous impuissant à résoudre les grands problèmes du pays. Et c'est vrai que Marine Le Pen, qui n'a jamais été essayée, a cet avantage-là. Merci beaucoup, Frédéric, de nous avoir dévoilé ce sondage, premier sondage.
Vos équipes ont dû travailler toute la nuit. Une partie de la soirée. Et ce matin à l'aube. Parce qu'il y a quand même, je crois, un terrain, comme on dit. Il a commencé à 21h30. 21h30 et il y a plus de 900 personnes. 1000 personnes et 982 voilà. inscrits. C'est pas un sondage fait auprès de 80 personnes à la va-vite. Jamais. Merci beaucoup Frédéric. Le moment est venu, comme chaque mercredi, d'accueillir Robert Ménard, le maire de Béziers. Robert Ménard revient d'Ukraine. Donc dans un instant, vous nous direz ce qui vous a marqué, ce qui vous a frappé en Ukraine, parce que vous n'avez pas été en Ukraine pour faire du tourisme et pour aller au théâtre à Kiev, Robert. Vous vous êtes rendu sur le front. Pas seulement, mais sur le front aussi. Donc vous nous direz dans un instant. C'est pas évident, hein. Ukraine, vous êtes resté grand reporter dans l'âme. C'est votre carrière de journaliste qui reste ancrée en vous. Mais juste avant, les réactions, votre réaction justement, on a hâte de vous entendre, puisque vous avez été un compagnon de route. Vous n'avez jamais été adhérent au Rassemblement national, mais vous avez été un compagnon de route il y a une douzaine d'années du Rassemblement national. Donc votre réaction, pas spécifiquement d'ailleurs peut-être à ce sondage, mais vous êtes libre d'en parler, mais à cette décision de Marine Le Pen, aussitôt sa condamnation confirmée, de déclarer sa candidature, de se pourvoir en cassation pour retarder au maximum le moment où elle serait contrainte de faire campagne avec un bracelet électronique. Écoutons Marine Le Pen. Jordan Bardella et moi-même, on est ici parce qu'on démarre la campagne présidentielle. Je ne vais pas passer la campagne présidentielle à vous faire des analyses juridiques. La Cour m'a rendu mon éligibilité. La suite suivra en quelque sorte son cours. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'on parle maintenant de politique parce qu'il en va de l'avenir des Français, qu'ils attendent des réponses à leurs problèmes quotidiens, le pouvoir d'achat, l'insécurité, la désindustrialisation, le niveau très bas des salaires. C'est cela qu'ils attendent. Voilà. Marine Le Pen a-t-elle raison de tenter le tout pour cette candidature, quitte à porter un bracelet électronique dans les dernières semaines ou les derniers mois? D'abord, il faut saluer la décision des juges quand même. On était tous à gueuler ici en disant c'est pas normal que les juges se substituent au peuple français. Là, elle va être candidate, on va voter ou pas pour elle. C'est une bonne nouvelle. Enfin, moi, je n'ai pas de sympathie pour tout ce qu'elle dit, mais elle incarne un tel courant de pensée que ça me semblait, je l'ai dit ici, impossible de l'exclure sur une décision de justice. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne vais pas parler, il y a des gens meilleurs que moi, M. Morel ici, pour tout ce qui est du droit et tout. D'abord, elle est présumée innocente, nom de Dieu. Je veux dire, on va le rappeler. On reproche à chaque fois aux gens d'oublier ça. On ne va pas, ce coup-ci, parce que tu n'aimes pas Marine Le Pen, dire « Ah, mais voilà, ça c'est la deuxième chose ». Ça ne veut pas dire que moi, quand même, sur les mascarades, sur on n'a rien fait, on a utilisé l'argent normalement et tout, là, tu